Je m'appelle Jérémia, j'ai 37 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma tentative de construire des ponts familiaux se terminerait ainsi. Debout devant le lieu de mariage de ma belle-sœur Nathalie, un mariage pour lequel j'avais payé 45 000 $, à regarder un agent de sécurité brandir des photos de mes enfants, Lily et Noah, avec la mention « Ne pas admettre » inscrite en travers de leurs visages innocents. La trahison m'a blessé plus profondément que tout ce que j'avais ressenti depuis la perte de ma femme. J'ai fait demi-tour, les mains de mes enfants dans les miennes, et je suis parti. Avant de poursuivre cette histoire, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si votre famille vous a déjà trahi après que vous ayez tout donné pour les aider. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Mon histoire familiale n'est pas rare, mais la douleur me semble unique. Quand j'avais 12 ans, mes parents ont divorcé après des années de disputes de plus en plus vives et de silences glaciaux. Papa a déménagé, me laissant avec maman dans notre maison de banlieue du Massachusetts. 2 ans plus tard, quand j'avais 14 ans, papa a annoncé qu'il se remariait. Véronica semblait assez gentille au début, polie, bien habillée, toujours souriante. Elle avait une fille, Nathalie, qui avait 6 ans lorsque nos parents se sont mariés. Dès le début, l'intégration de nos familles a été difficile. Nathalie, de manière compréhensible, a eu du mal à s'adapter. C'était une enfant dont le monde avait été bouleversé. Et soudain, elle avait un demi-frère adolescent qui représentait un autre changement qu'elle n'avait pas demandé. J'ai essayé de créer un lien avec elle. Vraiment. Je lui proposais de jouer à des jeux, de l'aider avec ses devoirs, et j'ai même assisté à ses événements scolaires quand papa ne pouvait pas y aller. Mais Nathalie a clairement fait savoir qu'elle me voyait comme un concurrent, pas comme un membre de la famille. Maman t'aime plus que moi, m'a-t-elle accusé une fois, alors qu'elle avait environ 8 ans. J'en avais 16 à l'époque, concentré sur mes dossiers d'inscription à l'université et mon travail à temps partiel dans le magasin de technologie locale. Ce n'est pas vrai, lui ai-je dit. Ta mère t'aime plus que tout. Alors pourquoi dit-elle toujours que je devrais être plus comme toi, a rétorqué Nathalie, les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Je n'avais pas demandé à Véronica de nous comparer, et cela me mettait mal à l'aise de penser qu'elle le faisait. Au fil des ans, je me suis plongé dans mes études. J'ai eu la chance de recevoir une bourse complète au MIT où j'ai étudié l'informatique et le commerce. Ces années universitaires ont été intenses mais enrichissantes. Je me suis fait de vrais amis pour la première fois. Des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que de me voir comme un inconvénient ou un concurrent. Mon colocataire Marcus est devenu mon ami le plus proche, le frère que je n'ai jamais eu par le sang. Quand je rentrais à la maison pendant les vacances, la dynamique ne s'était pas améliorée. Nathalie, maintenant adolescente, reconnaissait à peine ma présence. Véronica faisait des commentaires comme « Tu vois, Nathalie ? Jérémia a eu une bourse parce qu'il étudie. Peut-être que tu devrais suivre son exemple. » Je grimaçais intérieurement, sachant que ces comparaisons ne faisaient qu'approfondir le fossé entre nous. Papa essayait de maintenir la paix, mais tenait rarement tête à Véronica. Elle essaie juste de la motiver, disait-il quand je mentionnais à quel point ces comparaisons me mettaient mal à l'aise. En plus, tu es une bonne influence. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une start-up technologique prometteuse à Boston. À 25 ans, j'ai épousé Elisabeth, ma petite amie de l'université, qui travaillait comme graphiste. Nous étions jeunes, amoureux et excités à l'idée de construire notre avenir ensemble. 2 ans plus tard, notre fille Lily est née, suivie de notre fils Noah quand Lily avait 3 ans. La vie semblait parfaite, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Quand Noah n'avait qu'1 an et Lily 4, Elisabeth a commencé à souffrir de violents maux de tête. Ce que nous pensions être du stress ou peut-être des migraines s'est avéré être une tumeur cérébrale agressive. Moins de 6 mois après le diagnostic, j'ai perdu l'amour de ma vie, me laissant veuf avec 2 jeunes enfants qui ne comprenaient pas pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. Ces quelques années qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai jonglé entre la parentalité solo et ma carrière de plus en plus exigeante. J'avais alors créé ma propre entreprise de logiciels, développant des solutions de sécurité pour les entreprises. L'entreprise a connu une croissance régulière, exigeant plus de montants juste au moment où mes enfants avaient le plus besoin de moi. Rachel, la sœur d'Elisabeth, est devenue ma bouée de sauvetage. Elle a déménagé dans un appartement voisin et m'a aidé avec la garde des enfants pendant que je travaillais. Sans elle, je ne suis pas sûr de comment nous aurions survécu à ces premières années de deuil. Pendant cette période,
ma relation avec ma belle famille est restée compliquée. Véronica a offert des condoléances superficielles à la mort d'Elisabeth, mais a fait peu d'efforts pour aider avec les enfants. Nathalie, alors à l'université, n'a même pas assisté aux funérailles, prétextant que ses examens étaient trop importants pour les manquer. 3 ans après la mort d'Elisabeth, mon entreprise a été rachetée par une plus grande société de technologie pour une somme qui signifiait la sécurité financière pour ma famille. J'étais soudainement riche, bien que la réussite ait un goût amer sans Elisabeth pour la partager. Je suis resté en tant que consultant exécutif, ce qui m'a donné plus de flexibilité pour être présent pour Lily et Noah. C'est à ce moment-là que les choses avec ma belle famille ont changé. Soudain, Véronica appelait plus souvent. Papa a commencé à suggérer des réunions de famille, et Nathalie, qui n'avait auparavant montré aucun intérêt à être ma sœur, a commencé à parler de moi comme de son frère qui a réussi, à ses amis. Je n'étais pas naïf. Je comprenais que ce changement avait plus à voir avec mon compte en banque qu'avec un véritable désir de connexion. Pourtant, pour le bien de mon père, et parce que je voulais que mes enfants aient une famille élargie, j'ai prudemment renoué le contact. Lily, maintenant âgée de 6 ans, et Noah, de 3 ans, méritaient de connaître leur grand-père, même si cela signifiait devoir composer avec Véronica et Nathalie. Lorsque Nathalie a annoncé ses fiançailles avec Bradley Richardson, fils de Harold Richardson, propriétaire d'une chaîne prospère d'hôtels de luxe sur la côte est, j'étais sincèrement heureux pour elle. À 29 ans, elle semblait avoir mûri quelque peu, et Bradley paraissait être une influence stabilisatrice, poli, bien éduqué et issu d'une famille aux valeurs solides. Je ne savais pas encore que ces fiançailles allaient déclencher les événements qui finiraient par me forcer à redessiner toutes les limites de ma vie. L'annonce des fiançailles a eu lieu lors d'un dîner de famille chez mon père. Nathalie rayonnait en exhibant une bague en diamant qui captait la lumière sous tous les angles. Bradley se tenait à ses côtés, le bras autour de sa taille, l'air fier et légèrement nerveux en rencontrant la famille. Nous pensons à un mariage au printemps, a annoncé Nathalie. Quelque chose d'élégant et de mémorable. Félicitations, ai-je dit sincèrement, levant mon verre pour porter un toast. Mes enfants, maintenant âgés de 9 et 6 ans, ont applaudi avec enthousiasme à l'idée d'un mariage. Y aura-t-il une robe de princesse, a demandé Lily à Nathalie. Pendant un instant, le sourire de Nathalie a vacillé, mais elle s'est vite reprise. Bien sûr, ma chérie, la plus belle de toutes. Alors que le café et le dessert étaient servis, Nathalie a commencé à exposer sa vision du mariage. Une cérémonie au domaine historique de Rosewood, suivie d'une réception pour 300 invités, une robe de créateur, des fleurs exotiques importées d'Amérique du Sud, un orchestre de 10 musiciens et une lune de miel aux Maldives. Cela semble grandiose, ai-je commenté, calculant mentalement le coût astronomique d'un tel événement. Eh bien, on ne prévoit de se marier qu'une seule fois, a dit Véronica sur la défensive. Nathalie mérite le mariage de ses rêves. J'ai remarqué que Bradley se sentait mal à l'aise sur son siège. Nous travaillons encore sur le budget, a-t-il dit diplomatiquement. Mes parents ont proposé d'aider, mais nous voulons rester raisonnables. Une semaine plus tard, mon père m'a appelé et m'a demandé de déjeuner, juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille près de mon bureau. Je dois te demander quelque chose, mon fils, a-t-il commencé, l'air mal à l'aise. Tu sais, je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Qu'y a-t-il, papa? C'est à propos du mariage de Nathalie. Véronica et moi. Eh bien, nous ne sommes pas en mesure de contribuer beaucoup. Mon fonds de retraite a souffert de la baisse du marché, et nous remboursons toujours l'hypothèque de la maison. J'ai attendu, sentant déjà où cela menait. Nathalie a vraiment à cœur ce mariage. Et les parents de Bradley couvrent la moitié, mais il y a encore un déficit important. Il m'a regardé d'un air suppliant. Je sais que tu as bien réussi. Envisagerais-tu d'aider, pour la famille? Mon premier réflexe a été de refuser. Nathalie ne m'avait jamais traité comme de la famille quand cela comptait. Mais le regard plein d'espoir dans les yeux de mon père m'a fait hésiter. Il avait toujours été pris entre deux feux. Et malgré ses défauts, je savais qu'il m'aimait. De combien parlons-nous, ai-je demandé. Environ 20 000, a-t-il répondu, sans me regarder. C'était une somme substantielle, mais pas une qui affecterait ma sécurité financière. Après un moment de réflexion, j'ai accepté, me disant que c'était pour mon père, pas pour Nathalie. Merci, mon fils. Cela signifie énormément pour moi, pour nous tous. Ce qui avait commencé comme $20 000 a rapidement explosé.
2 semaines après ma conversation avec papa, Nathalie m'a appelé directement pour la première fois depuis des années. Jérémia, j'ai besoin de tes conseils, a-t-elle commencé, sa voix inhabituellement chaleureuse. Le lieu que nous voulions est réservé à notre date, mais ils ont leur salle de bal premium de disponible. C'est juste un peu plus cher. Combien de plus, ai-je demandé avec lassitude. Juste 10 000 de plus. Mais ça en vaut tellement la peine. Des lustres en cristal, des sols en marbre, une terrasse donnant sur les jardins. Contre toute attente, j'ai accepté de couvrir la différence. Je me suis dit que c'était un investissement dans l'harmonie familiale. Ensuite, il y a eu l'amélioration de la robe, passant d'un modèle à 5 000 $ à une robe de haute couture à 15 000 $. Puis la liste des invités est passée de 300 à 400 personnes. Les fleurs sont devenues plus exotiques, le menu plus élaboré, la lune de miel plus longue et plus luxueuse, à chaque fois. Nathalie m'approchait directement, toujours avec une raison convaincante pour laquelle l'amélioration était nécessaire, toujours avec une gratitude débordante qui disparaissait dès que le chèque était encaissé. Au moment où le mariage n'était plus qu'à 1 mois, ma contribution avait atteint 45 000 $, plus du double du montant initial. Tout au long de ce processus, j'ai remarqué un schéma inquiétant. Chaque fois que nous étions en famille, Nathalie était distante et dédaigneuse envers moi. Mais quand elle avait besoin de plus d'argent, elle appelait ou textait avec chaleur et appréciation. Véronica, quant à elle, semblait tenir ma contribution financière pour acquise, comme si c'était simplement mon devoir en tant que membre de la famille qui a réussi. Lors d'un dîner où les deux familles se sont rencontrées pour discuter des derniers arrangements, je me suis retrouvé assis à côté de Harold Richardson, le père de Bradley. C'était un homme impressionnant, un self-made man, direct, avec une approche pragmatique que je respectais. Jérémia, dit-il, alors que nous attendions nos plats principaux, Bradley me dit que vous avez fondé Secure Tech Solutions. J'ai suivi les progrès de votre entreprise, une croissance remarquable avant l'acquisition. J'ai été surpris et heureux qu'ils connaissent mon travail. Merci, monsieur Richardson. C'était un travail passionné. Appelez-moi Harold. Et j'aimerais beaucoup discuter avec vous un de ces jours de la mise en place de meilleurs systèmes de sécurité dans notre chaîne d'hôtels. Nous avons passé la demi-heure suivante engagés dans une conversation de fond sur la stratégie commerciale et l'intégration technologique. C'était la discussion la plus stimulante intellectuellement que j'avais eue lors d'une réunion de famille depuis des années. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer Véronica nous observant avec une jalousie à peine voilée. Plus tard, je l'ai entendu se plaindre à mon père. Il est censé aider avec le mariage de Nathalie, pas faire du réseautage avec les Richardson. À l'approche du mariage, j'ai commencé à remarquer que mes enfants étaient systématiquement exclus des plans. Initialement, Nathalie avait suggéré que Lily pourrait être une demoiselle d'honneur et Noah un porteur d'alliance, des rôles qui les avaient énormément excités, mais ces rôles ont été discrètement réattribués à la nièce et au neveu de Bradley. C'est juste plus logique de garder ça dans la famille de Bradley, a expliqué Véronica avec dédain lorsque j'ai abordé le sujet. En plus, tes enfants sont encore en train de surmonter la mort de leur mère, un mariage pourrait être trop émouvant pour eux. J'ai été stupéfait par son insensibilité, mais j'ai choisi de ne pas discuter pour préserver la paix. La goutte d'eau a été 3 jours avant le mariage, lorsque Nathalie a appelé pour demander 5 000 $ supplémentaires pour surclasser leur hébergement de lune de miel en une villa sur pilotis. Nathalie, j'ai déjà contribué 45 000 $ à ton mariage, ai-je dit fermement. C'est plus du double de ce qui était initialement discuté. Je sais, et nous sommes si reconnaissants, a-t-elle dit rapidement. Mais c'est la dernière chose, promis. La villa a un sol en verre où l'on peut voir les poissons nager en dessous. C'est une expérience unique dans une vie. Contre toute logique, j'ai transféré l'argent, portant ma contribution totale à 50 000 $. La veille du mariage, lors du dîner de répétition, je me suis senti de plus en plus malvenu. J'étais assis à une table éloignée de la fête principale, alors que même des parents éloignés de Véronica avaient une place de choix. Mes enfants n'étaient pas du tout invités au dîner de répétition, avec l'explication que, c'est vraiment juste pour le cortège nuptial. En partant, j'ai surpris une conversation entre Nathalie et Véronica dans le couloir, devant les toilettes. Elles ne m'ont pas vu dans le coin. « Es-tu sûr de ça ?» demandait Nathalie. Il a payé la moitié du mariage. « Fais-moi confiance », a répondu Véronica. Ces enfants vont faire une scène. Ils sont trop jeunes pour rester assis tranquillement pendant une cérémonie. En plus, veux-tu vraiment les avoir sur toutes tes photos de mariage ?
Les gens poseront des questions, et toute la journée tournera autour de l'histoire tragique de Jérémia au lieu de ton moment spécial. Tu as raison, soupira Nathalie. Je le dirai à la coordinatrice demain matin. Pas d'enfant à la cérémonie ou à la réception. Je suis resté figé, incapable de croire ce que j'avais entendu. Non seulement il prévoyait d'exclure mes enfants, qui avaient été habillés pour l'occasion et avaient répété leur meilleure manière pendant des semaines, mais il le faisait dans mon dos après que j'ai payé la moitié de toute l'extravagance. Je suis rentré chez moi dans un état de choc et de colère, incertain de la marche à suivre, mais certain qu'une ligne avait été franchie qui ne pouvait être effacée. Le matin du mariage de Nathalie s'est levé, clair et lumineux, une journée de printemps parfaite qui démentait la tempête émotionnelle qui couvait en moi. J'avais à peine dormi, tiraillé entre confronter Nathalie sur ce que j'avais entendu et simplement ne pas assister au mariage du tout. Mais à la fin, j'ai décidé de tenir bon, pour le bien de mon père. Et parce que je ne voulais pas apprendre à mes enfants qu'il est acceptable de rompre ses engagements, même quand on est en colère. J'ai aidé Lily à enfiler sa robe bleu pâle avec sa ceinture de satin, ses cheveux sombres arrangés en boucles soignées qu'elle insistait pour dire qu'elle ressemblait à celle d'une princesse. Noah s'agitait pendant que j'ajustais son petit nœud papillon, ses cheveux blonds fraîchement coupés la veille. Y aura-t-il du gâteau, papa, a demandé Noah pour la 5e fois ce matin-là, son esprit de 6 ans focalisé sur les desserts de la réception. Oui, mon grand. Il y aura certainement du gâteau, les jeux assuraient en forçant un sourire. Et vous deux, vous devez vous souvenir de vos meilleures manières aujourd'hui. C'est un jour important pour tante Nathalie. Je sais, papa, a dit Lily solennellement. Je me suis entraîné à rester assise sans bouger pendant 30 minutes entières hier. Mon cœur s'est serré devant leur innocence et leur sérieux. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'être blessés par les personnes même qui auraient dû les accueillir comme de la famille. Alors que nous nous dirigions vers le domaine de Rosewood, j'ai reçu un texto de mon père. Nous sommes assis au 3e rang du côté de la mariée. On vous a gardé des places. Cela m'a donné un peu d'espoir que peut-être Nathalie et Véronica avaient reconsidéré leur plan cruel. Peut-être avaient-elles réalisé à quel point il serait blessant d'exclure 2 enfants qui avaient déjà vécu une perte profonde dans leur jeune vie. Nous sommes arrivés au domaine, un manoir tentaculaire avec des jardins manucurés et une extension de salle de bal nouvellement construite qui brillait de fenêtres sous le soleil de fin de matinée. Des voituriers prenaient les voitures des invités, et des serveurs offraient du champagne et du cidre pétillant sur des plateaux d'argent près de l'entrée. On dirait un château, a murmuré Lily, les yeux écarquillés d'émerveillement. Main dans la main avec mes enfants, je me suis approché de la grande entrée où un agent de sécurité en smoking vérifiait les noms sur une liste d'invités. Quand notre tour est venu, j'ai donné mon nom avec confiance. Jérémia et ses enfants. L'agent a parcouru sa liste, puis a levé les yeux en fronçant les sourcils. Il s'est écarté et a murmuré quelque chose à un autre membre du personnel de sécurité qui a disparu brièvement à l'intérieur. Quand il est revenu, il portait ce qui ressemblait à un dossier. « Monsieur Hay, vous êtes sur la liste. » Mais le premier agent a ouvert le dossier et l'a tourné vers moi. À l'intérieur se trouvaient des photographies imprimées de Lily et Noah, des photos d'école de début d'année. Sur chaque photo, en gros marqueur rouge, étaient inscrits les mots « ne pas admettre ». Le monde a semblé s'arrêter. J'ai senti un sifflement dans mes oreilles alors que le sang martelait dans mes veines. Il doit y avoir une erreur, ai-je réussi à dire, conscient que mes enfants se tenaient à côté de moi, ne comprenant pas encore ce qui se passait. « Je suis désolé, monsieur », a dit l'agent, l'air visiblement mal à l'aise. Mademoiselle Nathalie a été très spécifique. Vous êtes le bienvenu, mais vos enfants ne sont pas autorisés à l'intérieur du site. J'ai baissé les yeux vers Lily et Noah, qui commençaient à sentir que quelque chose n'allait pas. La lèvre inférieure de Lily tremblait légèrement alors qu'elle se serrait contre moi. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. À ce moment-là, la rage et le chagrin se sont heurtés en moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé d'appeler mon père et Véronica. Aucune réponse des deux. J'ai même essayé le téléphone de Nathalie, bien que je sache qu'elle était probablement occupée par les préparatifs d'avant-cérémonie. Directement sur la messagerie vocale. Alors que nous étions là, incertains de quoi faire, j'ai remarqué Harold et Diana Richardson s'approcher de l'intérieur. Ils avaient apparemment été témoins de l'échange et étaient venus enquêter. « Jérémia, est-ce que tout va bien ?» a demandé Harold, l'air préoccupé. Je ne voulais pas créer de scène ni gâcher la journée de Nathalie, malgré sa cruauté. Il semble y avoir une certaine confusion concernant la présence de mes enfants,
ai-je dit prudemment. Harold a regardé le dossier toujours entre les mains de l'agent, et son expression s'est assombrie. Puis-je voir ça, a-t-il demandé à l'agent, son ton ne laissant aucune place au refus. Après avoir examiné les photos et le message haineux qui y était inscrit, Harold a levé les yeux vers moi, un choc sincère dans le regard. Je n'en avais aucune idée, a-t-il dit doucement. C'est inacceptable. Mais le mal était fait. Mes enfants avaient vu leurs propres photos marquées comme des criminels, et Lily pleurait maintenant en silence, tandis que Noah avait l'air confus et effrayé. Je ramène mes enfants à la maison, ai-je dit fermement. Veuillez transmettre mes regrets à mon père. Bien sûr, a dit Harold, l'air troublé. Ce n'est pas juste, Jérémia. J'ai fait demi-tour, j'ai pris les mains de mes enfants et je suis retourné à la voiture avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Aucun des deux enfants n'a parlé pendant que je les attachais. Le trajet du retour a été rempli d'un silence si lourd qu'il semblait pressé contre ma poitrine. Pourquoi tante Nathalie ne voulait-elle pas de nous à son mariage, a finalement demandé Lily, sa voix petite et blessée. Parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions, ai-je répondu prudemment. Mais ça n'a rien à voir avec vous deux. Vous n'avez rien fait de mal. On a fait quelque chose de mal, a insisté Noah. Pas du tout. Ce sont des affaires de grands qui n'ont rien à voir avec vous. Je m'appelle Jérémia, j'ai 37 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma tentative de construire des ponts familiaux se terminerait ainsi. Debout devant le lieu de mariage de ma belle-sœur Nathalie, un mariage pour lequel j'avais payé 45 000 $, à regarder un agent de sécurité brandir des photos de mes enfants, Lily et Noah, avec la mention « Ne pas admettre » inscrite en travers de leurs visages innocents. La trahison m'a blessé plus profondément que tout ce que j'avais ressenti depuis la perte de ma femme. J'ai fait demi-tour, les mains de mes enfants dans les miennes, et je suis parti. Après quelques heures de normalité forcée, mon téléphone a sonné. L'écran affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, Jérémia est à l'appareil, ai-je répondu professionnellement. Jérémia, c'est Harold Richardson. Sa voix était sèche et formelle. Je pensais que vous devriez savoir que le mariage est annulé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Après votre départ, j'ai parlé à Bradley de ce qui s'est passé. Il n'avait aucune idée des instructions de sécurité concernant vos enfants. Quand il l'a découvert, et quand je l'ai informé de l'ampleur de votre contribution financière à cet événement, il a confronté Nathalie. Plutôt que de rentrer directement dans une maison vide remplie de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre adéquatement, j'ai fait un détour par leur glacier préféré, suivi d'une visite improvisée au parc. J'ai essayé de me concentrer sur la création d'une expérience positive pour éclipser le rejet, mais mon esprit revenait sans cesse à ces photos avec leurs messages cruels. Je me suis assis lourdement sur un banc du parc, regardant mes enfants jouer sur les balançoires, heureusement inconscient du drame qui se déroulait. Je suis désolé, ai-je dit automatiquement, sans savoir de quoi je m'excusais. Ne le soyez pas, a répondu fermement Harold. Vous n'avez rien à vous excuser. J'appelle parce que Nathalie, Véronica et votre père vous cherchent actuellement. Ils sont en route pour votre maison, aussi. Quelle était l'expression? Régler ce gâchis. J'ai fermé les yeux brièvement. Merci de me le faire savoir. Une dernière chose, a ajouté Harold, sa voix devenant froide. Ils sont en route pour votre maison pour supplier. N'ouvrez pas la porte. Ils ne méritent pas votre pardon. Pas aujourd'hui. Après avoir raccroché, je suis resté assis à regarder mes enfants pendant quelques minutes de plus, traitant ce qui venait de se passer. Le mariage pour lequel j'avais payé 50 000 $, qui avait causé des semaines de stress et de blessures, était annulé. Une partie de moi se sentait vengée que la cruauté de Nathalie ait été exposée. Mais une autre partie se sentait profondément triste pour toutes les personnes impliquées. Mon père, Bradley, même Nathalie elle-même, dont le jour spécial était maintenant ruiné, en grande partie à cause de ses propres actions. Finalement, j'ai appelé mon ami Marcus et lui ai brièvement expliqué la situation. Il a immédiatement proposé de prendre les enfants pour une soirée pyjama avec ses propres enfants, me donnant de l'espace pour gérer la confrontation inévitable. Merci, mon pote, ai-je dit avec gratitude. Je viendrai les chercher demain matin. Prends ton temps, m'a assuré Marcus. Et Jérémia, souviens-toi, tu n'as pas causé ça. Tu as été plus que généreux avec des gens qui ne l'ont pas apprécié. Après avoir déposé les enfants chez Marcus avec des sacs de nuit préparés à la hâte à partir de nos fournitures d'urgence dans la voiture, je suis enfin rentré chez moi, me préparant à tout ce qui allait suivre.
La maison semblait inhabituellement silencieuse à mon retour. J'ai traversé les pièces, allumant les lumières à l'approche du soir, ressentant un étrange mélange d'émotions. La colère, la blessure, le soulagement que mes enfants soient à l'abri du drame, et un sentiment croissant de résolution que les choses devaient changer. Le premier appel est arrivé alors que je préparais du café dans la cuisine. Le nom de mon père s'est affiché à l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis Véronica a appelé, puis mon père à nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis assis à l'îlot de la cuisine, sirotant mon café et essayant d'organiser mes pensées. Quand j'ai finalement vérifié mes messages 1 heure plus tard, il y avait 7 messages vocaux et 16 textos. Les messages vocaux passaient du confus « Où es-tu ? Le mariage est retardé et tout le monde te cherche », de mon père à l'accusateur, « Comment as-tu pu gâcher le jour spécial de Nathalie comme ça ?» de Véronica, jusqu'à Nathalie elle-même, pleurant et incohérente à propos de Bradley la quittant devant l'hôtel. Les textos racontaient une histoire similaire de crise croissante, aucun ne reconnaissant la cause réelle, l'exclusion délibérée de mes enfants d'un événement que j'avais largement financé. Je réfléchissais à la manière de répondre quand la sonnette a retenti. J'ai vérifié le flux de ma caméra de sécurité sur mon téléphone et j'ai vu ce que je redoutais. Nathalie, toujours dans sa robe de mariée, maintenant quelque peu débraillée. Bradley, l'air mal à l'aise mais présent. Mon père, la main sur l'épaule de Nathalie. Et Véronica, debout un peu à l'écart, les bras croisés sur la défensive. J'ai pris la décision de ne pas répondre. Pas encore. J'avais besoin qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences, et qu'ils ne pouvaient pas simplement exiger un pardon immédiat. La sonnette a retenti à nouveau, suivie de coups. Puis la voix de mon père a appelé à travers la porte. « Jérémia, s'il te plaît. Nous devons parler de ce qui s'est passé. » C'était un malentendu. Je suis resté silencieux, me déplaçant vers la fenêtre de mon salon d'où je pouvais les voir sur le porche, mais où ils ne pouvaient pas facilement me voir à travers les voilages. « C'est ridicule », ai-je entendu Véronica dire. « Il n'est manifestement pas à la maison. Nous perdons notre temps. » « Il est à la maison », a insisté Nathalie, la voix chargée de larmes. « Sa voiture est dans le garage. Je l'ai vue. » Plus de coups, plus d'appels à mon nom. J'ai observé la façade d'unité familiale sur mon porche commencer à se fissurer sous la tension. « C'est de ta faute ?» Nathalie s'est soudainement retournée contre Véronica, sa voix s'élevant. « C'était ton idée de bannir les enfants. »« Ne me mets pas tout sur le dos », a rétorqué Véronica. « Tu as convenu que c'était nécessaire. Tu as dit toi-même que tu ne voulais pas que ces enfants fassent une scène ou détournent l'attention de toi. Je ne l'aurais jamais fait si j'avais su que ça me coûterait Bradley. » Nathalie sanglotait maintenant, son maquillage soigneusement appliqué créant des traînées sombres sur son visage. Mon père a essayé d'intervenir. « S'il vous plaît, vous deux. Ça n'aide pas. Nous devons nous excuser auprès de Jérémia et trouver comment arranger ça. » Arranger ça, a ricané Véronica. C'est ton fils qui a parlé de l'argent au père de Bradley. Il a délibérément saboté la relation de Nathalie. J'ai senti une vague de colère. Je n'avais pas dit un mot à Harold sur ma contribution financière. Il avait dû le découvrir d'une autre manière. Bradley, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a enfin parlé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et vous le savez. Mon père a interrogé la coordinatrice du mariage sur les paiements finaux quand il a vu Jérémia partir. Il s'inquiétait que quelque chose n'allait pas. C'est là qu'il a découvert qui avait payé pour tout. Tu aurais pu garder cette information pour toi, s'est retournée Nathalie contre lui. Tu n'étais pas obligé d'annuler le mariage. Je l'ai annulé parce que j'ai réalisé que je ne sais pas qui tu es vraiment, a répondu Bradley, sa voix stable malgré la tension. La femme que je pensais épouser n'exclurait pas des enfants innocents d'un événement familial, surtout pas des enfants qui ont déjà perdu leur mère. Et elle ne ferait certainement pas ça à quelqu'un qui a généreusement payé la moitié de notre mariage. 50 000 $, a pleuré Nathalie. Il a payé 50 000 $. Sais-tu ce que ce genre d'argent signifie pour quelqu'un comme lui? Rien. Il dépense probablement autant pour des vacances d'un week-end. J'ai grimacé à ces mots. L'arrogance décomplexée, stupéfiante même pour moi qui en avais été témoin pendant des années. Ce n'est pas la question, Nathalie, a dit mon père doucement. Il ne s'agit pas du montant. Il s'agit de respect et d'appréciation. Jérémia méritait mieux, et ses enfants aussi. Ils ont continué à se disputer sur mon porche pendant près d'1 heure,
leur voix s'élevant et s'abaissant, le blâme passant d'une personne à l'autre. Finalement, même Nathalie a semblé épuiser sa capacité au drame. Il ne viendra pas à la porte, a-t-elle finalement dit, la défaite dans la voix. Allons-y, où, a demandé Véronica. Le lieu est fermé. Les invités sont tous rentrés chez eux. Je ne sais pas, mère. Peut-être de retour à la maison où je pourrais changer cette robe ridicule qui a coûté plus cher que la voiture de certaines personnes. Je les ai regardés partir, me sentant étrangement vide. Il n'y avait aucune satisfaction dans leur détresse, seulement une lassitude profonde face aux années de manipulation émotionnelle et d'arrogance que j'avais permises par mon désir de maintenir la paix. Cette nuit-là, seul dans ma maison, je me suis permis de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années, non seulement pour la blessure d'aujourd'hui, mais pour toutes les fois où j'avais compromis mon propre bien-être, et maintenant la sécurité émotionnelle de mes enfants, dans la quête d'une approbation de la part de personnes incapables de la donner. Le matin, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé un message de Bradley. Jérémia, je veux m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé hier. Je n'avais aucune idée des arrangements financiers pour le mariage. Nathalie m'avait dit que ses parents couvraient leur part. Je n'avais également aucune connaissance des instructions concernant vos enfants jusqu'à ce que mon père me le signale. Je suis profondément désolé pour la douleur que cela a causé à vous et à votre famille. Bien que je tienne à Nathalie, je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui traiterait sa famille de cette manière. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas ainsi que ma famille se comporte, et je vous souhaite, à vous et à vos enfants, tout le meilleur. Sincèrement, Bradley. C'était un message gracieux de la part de quelqu'un pris dans une situation difficile. J'ai apprécié son honnêteté et j'ai répondu brièvement, l'assurant que je n'avais aucun ressentiment envers lui ou sa famille. Plus tard dans la matinée, Harold Richardson a de nouveau appelé. « J'espère que vous allez bien aujourd'hui », a-t-il dit quand j'ai répondu. « Aussi bien que possible », ai-je répondu honnêtement. Je pensais ce que j'ai dit hier sur la mise en œuvre de vos solutions de sécurité dans notre chaîne d'hôtels, a poursuivi Harold. Affaire mise à part, j'ai été impressionné par la façon dont vous avez géré cette situation. Si vous êtes ouvert à cela, j'aimerais déjeuner un de ces jours. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'amis intègres. Ces paroles étaient inattendues, mais bienvenues. Avec plaisir, Harold. Merci. Après avoir récupéré mes enfants chez Marcus et leur avoir assuré à plusieurs reprises que rien des événements d'hier n'était de leur faute, j'ai commencé à réaliser que ce fiasco de mariage, aussi douloureux soit-il, aurait pu être le catalyseur dont j'avais besoin pour enfin établir des limites saines avec ma belle famille. La semaine qui a suivi le mariage annulé a été intense. Ce qui avait commencé comme un conflit familial privé s'est rapidement transformé en quelque chose de plus grand et de plus public que je n'aurais pu l'anticiper. Le lundi matin, mon père s'est présenté à mon bureau sans prévenir, le visage tiré par le stress et le manque de sommeil. « Nous devons parler, mon fils », a-t-il dit alors que mon assistante le faisait entrer dans mon bureau privé. Ça a assez duré. J'ai fait un geste pour qu'il s'assoie. Je suis d'accord, papa. Ça a beaucoup trop duré. Nathalie est dévastée. Elle mange à peine, dort à peine. Sa vie est en ruine. Il s'est penché en avant, l'expression suppliante. Tu dois parler à Bradley. Le convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. J'ai regardé mon père avec incrédulité. Un malentendu, papa? Elle a explicitement ordonné à la sécurité de refouler mes enfants, tes petits-enfants, après que j'ai payé 50 000 $ pour son mariage. En quoi est-ce un malentendu? Elle a paniqué. C'est tout. Elle s'inquiétait que la cérémonie soit parfaite. Si parfaite qu'elle ne pouvait pas inclure 2 enfants bien élevés qui étaient excités de voir leur tante se marier. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit plus du mariage. Il s'agit d'un schéma de comportement qui dure depuis des années et que j'ai permis en essayant de maintenir la paix. L'expression de mon père s'est durcie. Alors tu vas juste abandonner ta sœur quand elle a le plus besoin de toi. Belle-sœur, ai-je corrigé gentiment. Et je ne l'abandonne pas. J'établis des limites. Il y a une différence. Il est parti, en colère et déçu, ce qui m'a fait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Plus tard dans la journée, j'ai découvert que Véronica avait porté le conflit sur les réseaux sociaux, publiant un récit soigneusement élaboré qui me dépeignait comme le méchant qui avait délibérément saboté le mariage de Nathalie par jalousie de longue date.
Des amis et des membres de la famille élargie qui n'avaient entendu que la version de Véronica ont commencé à appeler et à envoyer des textos. Certains curieux, d'autres indignés au nom de Nathalie. Même des contacts professionnels ont mentionné avoir vu les publications, créant une situation inconfortable que je n'avais jamais voulu. Pendant ce temps, les amis de Nathalie se sont chargés de défendre son honneur en laissant des avis négatifs sur les pages de médias sociaux de mon entreprise et en envoyant des messages allant de légèrement critiques à carrément harcelants. La situation est devenue encore plus préoccupante lorsque Lily est rentrée de l'école en larmes parce qu'une camarade de classe, dont la mère était amie avec Véronica, lui avait dit qu'on ne voulait pas d'elle au mariage de sa propre tante parce qu'elle était une enfant à problème. Ce soir-là, je me suis assis avec mes 2 enfants et j'ai essayé d'expliquer la situation en des termes adaptés à leur âge. Parfois, les adultes ne se comportent pas très bien, leur ai-je dit alors que nous étions assis ensemble sur le canapé. Ce qui s'est passé au mariage ne vous concernait pas. C'étaient des adultes qui prenaient de mauvaises décisions. Mais pourquoi tante Nathalie ne voulait-elle pas de nous là-bas? A persisté Lily. Son esprit de 9 ans essayant de donner un sens au rejet. Tante Nathalie était très concentrée sur le fait d'avoir une journée parfaite, à sa manière, ai-je expliqué prudemment. Mais cela ne rend pas son choix acceptable. C'était mal de vous exclure. Et beaucoup de gens, y compris Bradley et ses parents, ont convenu que c'était mal. Noah m'a regardé avec des yeux sérieux. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas mariés? À cause de nous? Non, mon grand, ai-je dit fermement en le serrant contre moi. Ils ne se sont pas mariés parce que Bradley a réalisé que Nathalie n'était pas gentille ou prévenante envers sa famille. Cela n'avait rien à voir avec vous et tout à voir avec les choix de tante Nathalie. La conversation a aidé, mais je pouvais voir que les 2 enfants étaient encore en train de digérer la blessure. Après avoir consulté Rachel, j'ai pris des dispositions pour qu'il rencontre une thérapeute familiale spécialisée dans l'aide aux enfants pour gérer les émotions complexes et les dynamiques familiales. Le docteur Jennifer Morris était chaleureuse et engageante, établissant rapidement un rapport avec Lily et Noah. Après leur première séance, elle a demandé à me parler en privé. Vos enfants sont remarquablement résilients, m'a-t-elle dit. Mais ils portent beaucoup de confusion quant à leur place dans la famille élargie. Lily en particulier semble avoir intériorisé certains messages sur le fait d'être trop ou de gêner. Ces mots m'ont brisé le cœur. Que puis-je faire pour les aider? Continuez d'être la présence constante et aimante que vous êtes clairement, a conseillé le docteur Morris. Mais réfléchissez également à la quantité de contact avec votre belle-mère et votre belle-sœur qui est saine en ce moment. Les enfants sont perspicaces, ils savent quand quelqu'un ne les accueille pas vraiment. Ces conseils ont confirmé ce que je pensais déjà. Il était temps d'être plus sélectif dans les interactions familiales, en donnant la priorité au bien-être émotionnel de mes enfants plutôt qu'au maintien des apparences. La situation s'est encore envenimée lorsque j'ai reçu une lettre du lieu du mariage exigeant le paiement des frais d'annulation. Selon leur contrat, le solde restant plus une pénalité substantielle était due, que l'événement ait eu lieu ou non. J'ai transmis la lettre à mon avocat qui m'a informé que, comme je n'avais signé aucun contrat avec le lieu, ceux-ci ayant été exécutés par Nathalie et Bradley, je n'avais aucune obligation légale de couvrir ces coûts. Il a également suggéré de documenter toutes mes contributions précédentes au cas où l'affaire irait plus loin. Compte tenu des circonstances, a conseillé Marc, je recommanderais d'envoyer une lettre officielle décrivant les paiements que vous avez déjà effectués et précisant que vous ne couvrirez aucun coût supplémentaire lié à l'événement annulé. Je l'ai autorisé à rédiger et à envoyer la lettre, qu'il a copiée à Nathalie, à mon père et à la direction du lieu. Cette réponse juridique a déclenché une autre confrontation avec mon père, qui a appelé ce soir-là, la colère évidente dans sa voix. Comment as-tu pu impliquer des avocats dans une affaire de famille, a-t-il demandé. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à Nathalie? Papa, ai-je dit en essayant de rester calme. J'ai déjà contribué 50 000 $ à un mariage qui n'a pas eu lieu à cause des choix de Nathalie et Véronica. Je ne suis pas légalement responsable des frais d'annulation, et je ne me laisserai pas manipuler pour les payer. Il ne s'agit pas de l'argent pour toi, m'a-t-il accusé. Il s'agit de punir Nathalie. Non, il s'agit de conséquences, ai-je corrigé. Les actions ont des conséquences. Je ne punis personne. Je ne fais que ne pas protéger Nathalie des résultats naturels de ses décisions. Il y eut une longue pause avant que mon père ne reprenne la parole, sa voix plus basse et plus contrôlée. Je dois te dire quelque chose, Jérémia. Quelque chose dont je ne suis pas fier. Mon estomac s'est noué d'appréhension. J'étais au courant du plan d'exclure tes enfants, a-t-il admis. Véronica et Nathalie en ont discuté avec moi la semaine avant le mariage.
Je ne les ai pas arrêtés. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais, que tu déposerais les enfants chez Rachel pour la journée et que tu viendrais seul. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu savais, et tu n'as rien dit. J'essayais de maintenir la paix, a-t-il dit, reprenant l'expression même que j'avais utilisée pour justifier mon propre comportement permissif au fil des ans. Je ne voulais pas contrarier Nathalie avant son mariage. Alors, tu étais prêt à blesser tes petits-enfants à la place. La douleur dans ma voix était audible. Je ne le voyais pas comme ça à l'époque, a-t-il dit doucement. Je vois maintenant à quel point j'avais tort. Après une longue et douloureuse conversation, mon père a livré ce qui ressemblait à un ultimatum. Jérémia, je sais que des erreurs ont été commises de tous les côtés, mais la famille, c'est la famille. Si tu ne peux pas trouver dans ton cœur de pardonner à Nathalie et d'aller de l'avant, je ne sais pas comment nous pourrons continuer comme avant. Peut-être que nous ne le pouvons pas, papa, ai-je répondu doucement. Peut-être que nous ne le devrions pas. L'appel s'est terminé sans résolution, me laissant avec la lourde prise de conscience que l'établissement de limites saines pourrait signifier la perte de relations que j'avais passé des années à essayer de préserver. Au milieu de cette crise familiale, j'ai reçu un soutien inattendu des parents de Bradley. Diana Richardson a envoyé un magnifique arrangement de fleurs avec une note exprimant son admiration pour la façon dont je gérais une situation difficile avec dignité. Harold a appelé pour prendre de mes nouvelles et m'a invité à le rejoindre pour une partie de golf au cours de laquelle il a partagé la sagesse de ses propres expériences avec des dynamiques familiales difficiles. Encore plus surprenant a été le nombre de membres de la famille élargie qui m'ont contacté en privé pour exprimer leur soutien après avoir entendu l'histoire complète. La sœur de ma mère, tante Patricia, que je n'avais pas vue depuis des années, a appelé pour dire qu'elle avait toujours été préoccupée par la dynamique avec Véronica et Nathalie. Ta mère serait fière de toi de protéger tes enfants, m'a-t-elle dit, me faisant monter les larmes aux yeux. Elle s'inquiétait toujours que Richard, ton père, soit trop disposé à ignorer les mauvais comportements pour le bien de l'harmonie. Alors que les choses semblaient se stabiliser dans une détente précaire, Nathalie s'est présentée chez moi sans prévenir un samedi après-midi alors que les enfants étaient à la maison. J'ai ouvert la porte, gardant la chaîne de sécurité engagée. Nathalie, ce n'est pas le bon moment, ai-je dit fermement. S'il te plaît, Jérémia, a-t-elle supplié, son visage montrant des signes du tumulte émotionnel qu'elle avait vécu. J'ai besoin de te parler. Bradley ne répond pas à mes appels. Le lieu menace de me poursuivre en justice. Mes amis commencent à poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit sincèrement. Mais mes enfants sont à la maison, et après ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'il soit approprié que tu sois ici. Oncle Jerry, la voix de Noah est venue de derrière moi. Qui est à la porte? Avant que je puisse répondre, Nathalie a appelé, Noah, c'est tante Nathalie. Peux-tu dire à ton papa de me laisser entrer? J'ai besoin de lui parler. Je me suis retourné pour voir mes deux enfants debout dans le couloir, les yeux écarquillés. Lily a fait un pas instinctif en arrière, la blessure du jour du mariage encore fraîche. Ce n'est pas bien, Nathalie, ai-je dit, ma voix basse et contrôlée. N'essaie pas d'utiliser mes enfants pour me manipuler. Je ne manipule personne, a-t-elle pleuré, sa voix s'élevant. Je veux juste expliquer. Je veux m'excuser. Noah a commencé à pleurer, confus et bouleversé par la tension. Lily a passé un bras protecteur autour de son frère et l'a ramené vers le salon. Tu dois partir, ai-je dit fermement à Nathalie. Si tu veux t'excuser, tu peux écrire une lettre ou m'appeler quand les enfants ne sont pas présents. Mais en ce moment, tu causes plus de mal. Tu as monté tout le monde contre moi, a-t-elle accusé, les larmes coulant sur son visage. Ma vie est ruinée, et tu ne veux même pas me donner 5 minutes. J'ai fermé la porte, le cœur battant. Par la fenêtre, j'ai regardé Nathalie retourner finalement à sa voiture et partir. La rencontre m'a laissé secouer, mais plus certain que jamais que je devais apporter des changements importants pour protéger ma famille. Ce soir-là, après que les enfants aient été couchés, je me suis assis avec un bloc-notes et j'ai commencé à élaborer un plan. Il devenait clair qu'une distance temporaire avec ma belle famille pourrait être nécessaire pour le bien-être de tous, en particulier de mes enfants. La confrontation avec Nathalie devant ma porte s'est avérée être un catalyseur de changement. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Maurice et j'ai pris rendez-vous pour une consultation d'urgence afin de discuter de la manière dont l'incident aurait pu affecter Lily et Noah. Les enfants sont remarquablement résilients, m'a-t-elle rappelé lors de notre rencontre.
Mais ils sont aussi profondément sensibles aux conflits, surtout lorsqu'ils impliquent des membres de la famille. La scène à votre porte a probablement renforcé leur sentiment de rejet et de confusion. Que devrais-je faire, ai-je demandé, sentant le poids de la responsabilité de leur bien-être émotionnel. Avez-vous envisagé de créer une certaine distance physique temporairement, a-t-elle suggéré. Parfois, un changement d'environnement peut aider tout le monde à se réinitialiser et à prendre du recul. Ces mots ont fait écho aux pensées que j'avais déjà. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu de Harold Richardson. Jérémia, j'espère ne pas être indiscret, a-t-il commencé. Mais j'ai réfléchi à votre situation. Notre groupe hôtelier étend son infrastructure de sécurité numérique à toutes nos propriétés, et nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les aspects techniques et le service client pour superviser la mise en œuvre. Ce serait un projet de conseil de 3 mois basé à notre siège social à Chicago. Est-ce que cela vous intéresserait? Le timing semblait presque providentiel. C'est en fait quelque chose que j'aimerais explorer, Harold. Mes contrats de conseil actuels sont flexibles, et un changement de décor pourrait être bon pour ma famille en ce moment. Excellent, a répondu Harold, l'air satisfait. Je demanderai à mon équipe de vous envoyer les détails. Et Jérémia. Notre logement d'entreprise comprend des appartements familiaux avec une excellente sécurité, au cas où cela serait une considération. Je l'ai remercié, appréciant sa compréhension pleine de tact de ma situation sans avoir besoin d'en discuter explicitement. Quand j'ai abordé l'idée d'un déménagement temporaire avec Lily et Noah, leurs réactions ont été mitigées. Noah était excité par l'aventure de vivre dans une nouvelle ville, tandis que Lily avait plus de réserves. Et l'école? Et tante Rachel, a-t-elle demandé avec anxiété. Ton école a accepté de te laisser suivre des cours à distance pendant un trimestre, ai-je expliqué. Et tante Rachel pense que c'est une bonne idée pour nous de prendre un peu de temps. Elle pourrait même venir nous rendre visite à Chicago. Est-ce que grand-père sera triste? A demandé Noah, son jeune visage sérieux. La question m'a transpercé le cœur. Malgré tout, ils se souciaient toujours de leur grand-père. Grand-père va nous manquer, ai-je dit honnêtement. Mais parfois, les familles ont besoin d'un peu d'espace pour régler les choses. Ce n'est pas pour toujours. Alors que les préparatifs de notre déménagement temporaire progressaient, je me suis concentré sur la transition la plus douce et positive possible pour les enfants. Nous avons recherché des activités amusantes à Chicago, trouvé un appartement familial dans un immeuble sécurisé près d'un parc, et organisé l'expédition de leurs jouets et livres préférés. La veille de notre départ prévu, mon père s'est présenté à la maison sans prévenir. Tu fuis, m'a-t-il accusé dès que j'ai ouvert la porte, emmenant mes petits-enfants à l'autre bout du pays sans même en discuter avec moi. Je ne fuis pas, papa, ai-je répondu calmement. J'accepte un poste de consultant temporaire qui a l'avantage de nous donner à tous un peu d'espace pour digérer ce qui s'est passé. C'est aussi la maison de Véronica et Nathalie, a-t-il argumenté. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elles disparaissent de nos vies à cause d'une seule erreur. Ce n'était pas une seule erreur, ai-je corrigé gentiment. C'était le point culminant d'années de manque de respect et d'arrogance, et je ne m'attends pas à ce qu'elles disparaissent. Je m'attends à ce qu'elles assument la responsabilité de leurs actes et démontrent un changement sincère avant d'avoir à nouveau accès à mes enfants. L'expression de mon père s'est légèrement adoucie. Il me manque, Jérémia. Et tu me manques. Le père que je pensais avoir me manque aussi, ai-je admis. Celui que je croyais qui protégerait toujours ses petits-enfants, même si cela signifiait tenir tête à sa femme et à sa belle-fille. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, plongeant plus profondément dans les dynamiques familiales que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Mon père a révélé ses propres insécurités concernant son second mariage, sa peur de se retrouver seul s'il défiait Véronica trop directement, et sa culpabilité de ne pas avoir été plus présent pendant mon enfance. J'ai essayé de compenser mon échec avec ta mère en rendant Véronica heureuse, a-t-il avoué. Mais ce faisant, je t'ai laissé tomber, toi et tes enfants. Je le vois maintenant. Bien que la conversation ait été douloureuse, elle a semblé être le premier échange honnête que nous ayons eu depuis des années. Nous n'avons pas tout résolu, mais nous sommes parvenus à une fragile entente. Ce temps de séparation serait utilisé pour la réflexion et la croissance de tous les côtés, pas simplement comme une punition. En partant, mon père m'a serré fort dans ses bras. Prends soin de ses enfants, a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. Et prends soin de toi. Tu es un meilleur père que je ne l'ai jamais été. J'ai appris de bonnes choses de toi aussi, papa, l'ai-je assuré.
Le pensant, malgré tout. Le dernier jour en ville, alors que je finalisais les arrangements de l'emballage, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Bradley debout sur mon porche, seul. « Bradley » ai-je dit, surpris. « Je ne m'attendais pas à te voir. »« J'espère que ça ne te dérange pas que je sois passé » a-t-il dit, l'air mal à l'aise mais déterminé. « Je voulais te parler avant que tu ne partes. Marcus a mentionné que tu déménageais temporairement. Je l'ai invité à entrer, curieux de savoir ce qui l'avait amené à ma porte. Je voulais que tu saches que Nathalie et moi, c'est officiellement terminé, a-t-il dit une fois que nous étions assis dans le salon. J'ai essayé de surmonter ce qui s'est passé, de comprendre sa perspective, mais finalement j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire confiance aux fondations de notre relation. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Ce n'est pas une décision facile à prendre. La plus difficile que j'ai jamais prise, a-t-il admis. Mais la bonne. Et il y a autre chose. Il a mis la main dans sa veste et en a sorti une enveloppe. J'avais accès à l'un de nos comptes joints où une partie des fonds du mariage était déposée. Voici 10 000 $, un remboursement partiel de ta contribution. J'aimerais que ce soit plus. J'ai été stupéfait par le geste. Bradley, tu n'es pas obligé de faire ça. Si, a-t-il insisté. Ce qui s'est passé n'était pas juste. Mes parents m'ont élevé en croyant que le caractère compte par-dessus tout, et je veux faire ce que je peux pour rendre cette situation un peu moins injuste. Après le départ de Bradley, je suis resté assis, tenant l'enveloppe, réfléchissant aux alliés inattendus que cette situation douloureuse avait révélés. Des personnes intègres s'étaient montrées par leurs actions, pas seulement par leurs paroles. La première semaine à Chicago a été un tourbillon d'installation, de mise à l'aise des enfants dans leur nouvelle maison temporaire et d'établissement de routine. L'appartement d'entreprise que Harold avait arrangé était spacieux et accueillant, avec une vue sur la ville qui fascinait Noah et un petit balcon-jardin que Lily a immédiatement revendiqué comme son coin lecture. Mon travail avec le groupe hôtelier Richardson était stimulant de la meilleure des manières, utilisant mon expertise technique tout en m'introduisant dans une nouvelle industrie. Harold s'est avéré être non seulement un employeur juste, mais aussi un mentor précieux, partageant une sagesse commerciale accumulée au fil des décennies de construction de son entreprise, d'un seul hôtel à une chaîne internationale. Alors que nous nous adaptions à notre nouvelle vie temporaire, j'ai remarqué des changements positifs chez les enfants. Loin de la tension et du drame de notre situation familiale, ils semblaient plus légers, plus joueurs. Les cauchemars occasionnels de Noah ont diminué, et la tendance de Lily à vouloir plaire aux gens, un schéma inquiétant que j'avais remarqué se développer, a commencé à s'estomper à mesure qu'elle gagnait en confiance dans son nouvel environnement. 2 semaines après notre arrivée, j'ai reçu un appel de Rachel avec des nouvelles de la maison. Nathalie raconte aux gens que tu as kidnappé les enfants pour la punir, a-t-elle rapporté, la colère évidente dans sa voix. Elle joue la victime auprès de quiconque veut bien l'écouter. J'ai soupiré, déçu mais pas surpris. Est-ce que cela te cause des problèmes? Je suis désolé que tu sois prise au milieu de tout ça. Ne t'inquiète pas pour moi, m'a assuré Rachel. La plupart des gens qui connaissent toute l'histoire ne croient pas à sa version. Je pensais juste que tu devais être au courant. Plutôt que de m'engager avec les accusations de Nathalie, je me suis concentré sur la construction de notre vie à Chicago. Nous avons découvert des parcs, des musées et des pizzerias préférées. Les enfants ont commencé à se faire des amis avec d'autres enfants de l'immeuble. J'ai établi des liens avec des collègues qui sont rapidement devenus des amis. 1 mois après notre arrivée, j'ai reçu un email inattendu de Véronica. L'objet était simplement « Je suis désolé ». Le message était bref mais contenait quelque chose que je n'avais jamais reçu de ma belle-mère auparavant, des excuses sincères. J'ai beaucoup réfléchi, écrivait-elle. Mon comportement au mariage de Nathalie et dans les années qui ont précédé était inexcusable. J'ai donné la priorité aux apparences plutôt qu'aux gens et j'ai blessé des enfants innocents dans le processus. Je ne m'attends pas au pardon, mais je voulais que tu saches que je reconnais le mal que j'ai causé. J'ai commencé à voir un thérapeute pour comprendre pourquoi j'ai agi de cette manière et comment faire mieux. J'ai lu l'email plusieurs fois, cherchant les sous-entendus manipulateurs que j'attendais de Véronica, mais il semblait étonnamment sincère. J'ai rédigé une réponse prudente, reconnaissant ses excuses sans faire de promesses pour l'avenir. J'apprécie ton honnêteté, ai-je répondu. Cela a été une période douloureuse pour tout le monde, en particulier pour Lily et Noah. Je suis heureux que tu cherches de l'aide pour comprendre tes actions. Quant à l'avenir, je pense que nous avons tous besoin de temps et d'espace.
Toute réconciliation devra se faire lentement, avec des limites claires et le respect du bien-être émotionnel des enfants. Alors que notre deuxième mois à Chicago progressait, je me suis retrouvé à développer de nouvelles amitiés qui semblaient plus saines et plus authentiques que beaucoup de mes relations précédentes. Diana Richardson m'a présenté à un groupe de bénévoles communautaires qui travaillaient avec des enfants défavorisés, ce qui m'a donné une perspective sur mes propres défis familiaux. Grâce au programme de bénévolat, j'ai rencontré Sophie, une infirmière pédiatrique dont la sagesse calme et la gentillesse sincère envers mes enfants et moi-même étaient rafraîchissantes. Ce qui a commencé comme une conversation informelle lors d'événements bénévoles a progressivement évolué vers des cafés et finalement des dîners lorsque Rachel venait et restait avec les enfants. Lily et Noah ont immédiatement adopté Sophie, appréciant sa manière directe et la façon dont elle leur parlait avec respect plutôt qu'avec condescendance. Elle avait le don d'écouter leurs préoccupations sans jugement, une qualité que j'appréciais de plus en plus. Alors que notre déménagement temporaire touchait à sa fin, Harold m'a proposé de prolonger mon contrat de 3 mois supplémentaires. Le projet se déroulait bien, et les enfants s'étaient magnifiquement adaptés à leur vie à Chicago. Après mûre réflexion et des conversations avec Lily et Noah, nous avons décidé de rester jusqu'à la fin de l'été, nous donnant à tous plus de temps pour guérir et grandir avant de potentiellement retourner aux dynamiques de la maison. La distance et le temps avaient apporté une clarté que je n'attendais pas. J'ai réalisé combien d'énergie j'avais dépensé au fil des ans à essayer de gagner l'approbation de personnes incapables de la donner librement. Cette énergie pouvait maintenant être dirigée vers la construction d'une vie centrée sur des liens authentiques et un respect mutuel. Un an après le jour désastreux du mariage de Nathalie, nous sommes rentrés à la maison avec une nouvelle perspective et des limites plus solides. L'expérience douloureuse avait finalement conduit à des relations authentiques et à une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment la famille. Notre retour à la maison après près de 6 mois à Chicago a été comme entrer dans une pièce familière où tous les meubles avaient été subtilement réarrangés. Tout semblait identique en surface, mais les dynamiques sous-jacentes avaient considérablement changé. J'ai rencontré mon père dans un lieu neutre, un café tranquille à mi-chemin entre nos maisons, pour notre première conversation en personne depuis notre départ. Les mois de séparation l'avaient visiblement vieilli. De nouvelles rides sillonnaient son visage, et ses cheveux semblaient plus gris que dans mon souvenir. La maison a été trop silencieuse sans toi et les enfants, a-t-il admis après que nous ayons échangé des salutations quelque peu maladroites. C'est bon de te voir, papa, ai-je dit sincèrement. Comment vas-tu? Au cours des 2 heures suivantes, mon père s'est ouvert plus honnêtement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il m'a parlé de son adhésion à un groupe de soutien pour les hommes aux prises avec des conflits familiaux, de la thérapie de couple qu'il avait commencé avec Véronica, et de ses tentatives d'établir des limites plus saines avec Nathalie. J'ai encouragé son sentiment de tout du tout de sa vie, a-t-il reconnu, fixant sa tasse de café. Ça ne lui rendait pas service, mais c'était plus facile que de gérer les crises de colère et la culpabilité. Je le vois maintenant. Et Véronica, ai-je demandé prudemment. Ça a été difficile, a-t-il admis. Elle essaie, à sa manière. Le thérapeute l'a aidé à reconnaître des schémas de sa propre éducation qu'elle répétait avec Nathalie. Mais le changement est difficile à notre âge. J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté. Et Nathalie, as-tu été en contact avec elle? Elle a touché le fond après votre départ, a expliqué mon père. Bradley te rendant cet argent a été la goutte d'eau. Elle racontait à tout le monde qu'il la suppliait de revenir, que le mariage était juste reporté. Quand elle a découvert qu'il t'avait remboursé, elle n'a plus pu maintenir la fiction. Ça a dû être difficile pour elle, ai-je dit, trouvant une empathie sincère malgré tout ce qui s'était passé. Ça l'a été, a-t-il convenu. Mais parfois, nous devons toucher le fond avant de pouvoir commencer à remonter. Elle a perdu son emploi, et retourné vivre à la maison pendant un certain temps. Ce n'était pas joli. Mais il y a environ 3 mois, quelque chose a changé. Elle a commencé une thérapie de son propre chef, non pas parce que nous l'y avons poussée, mais parce qu'elle le voulait. Elle travaille à temps partiel dans un refuge pour animaux local. C'est la première fois de sa vie qu'elle s'accroche à quelque chose de difficile sans attendre de récompense. J'ai été surpris par ce développement. La Nathalie que je connaissais avait toujours pris le chemin le plus facile, s'attendant à ce que les autres lui ouvrent la voie. C'est une bonne nouvelle, ai-je dit prudemment. Elle aimerait s'excuser auprès de toi et des enfants, s'est aventuré mon père. Quand vous serez prêts. Sans pression. J'ai apprécié sa reconnaissance du fait que nous aurions besoin de temps. J'y penserai. Mais papa, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important.
Toute relation avec Nathalie à l'avenir se fera selon mes conditions, avec des limites claires pour protéger mes enfants. Il passe en premier, toujours. Je comprends, a-t-il dit solennellement. Et pour ce que ça vaut, je respecte ça. Il m'a fallu trop de temps pour réaliser que ma première responsabilité aurait dû être de te protéger, pas de garder Véronica heureuse à tout prix. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons établi une nouvelle routine. Mon père venait une fois par semaine, passant du temps avec Lily et Noah sans la présence de Véronica ou Nathalie. Ces visites étaient initialement quelque peu tendues, mais sont progressivement devenues plus confortables à mesure que les enfants voyaient leur grand-père faire des efforts constants. 3 mois après notre retour, j'ai accepté une rencontre soigneusement contrôlée avec Nathalie. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, un territoire neutre, où les enfants pouvaient jouer à portée de vue, mais hors de portée de voix pendant que nous parlions. La Nathalie qui s'est approchée de moi cet après-midi ensoleillé ne ressemblait guère physiquement à la mariée arrogante qui avait interdit à mes enfants l'accès à son mariage. Fini les cheveux parfaits et les vêtements de créateur, remplacés par une simple queue de cheval et une tenue décontractée. Mais la différence la plus frappante était dans son comportement. L'agressivité défensive avait cédé la place à une présence plus calme et plus réfléchie. « Merci d'avoir accepté de me voir », a-t-elle commencé, sa voix dépourvue de son habituelle théâtralité. « Je sais que tu avais toutes les raisons de refuser. »« Je crois aux secondes chances », ai-je répondu simplement. « Mais je crois aussi aux conséquences et aux limites. » Nathalie a hoché la tête, jetant un coup d'œil vers le terrain de jeu où Lily poussait Noah sur une balançoire. J'ai travaillé avec ma thérapeute pour comprendre pourquoi je vous ai traité, toi et tes enfants, de la manière dont je l'ai fait. Ce n'est pas une excuse, mais j'ai réalisé à quel point mon comportement découlait du sentiment d'avoir été remplacé lorsque ma mère a épousé ton père. J'étais si jeune et soudain, il y avait cet adolescent qui était meilleur en tout, qui avait l'attention de ma mère. Je n'ai jamais voulu te remplacer, Nathalie, ai-je dit doucement. J'essayais juste de trouver ma propre place dans une famille recomposée. Je le sais maintenant, a-t-elle reconnu. Mais pendant des années, je me suis convaincu que tu étais l'ennemi. C'était plus facile que de gérer mes propres insécurités. Elle a fait une pause, regardant les enfants jouer. Ce que j'ai fait au mariage était impardonnable. Je comprendrai si tu ne peux jamais vraiment me faire confiance à nouveau. Mais je suis désolé, sincèrement désolé pour la douleur que j'ai causée. Ces excuses semblaient authentiques, exemptes de la manipulation qui avait caractérisé nos interactions pendant si longtemps. Je n'ai pas offert un pardon immédiat, mais j'ai exprimé mon appréciation pour sa volonté d'assumer ses responsabilités. Où allons-nous à partir d'ici ? A-t-elle finalement demandé. Lentement, ai-je répondu honnêtement. Toute relation avec mes enfants nécessitera des efforts constants au fil du temps et le respect de mes limites. Ils ont été blessés, et je ne permettrai pas que cela se reproduise. Je comprends, a-t-elle dit doucement. J'aimerais essayer, si tu me le permets. Au cours de l'année suivante, Nathalie a démontré un changement progressif mais significatif. Elle a commencé par de petits gestes constants, des cadeaux d'anniversaire appropriés pour les enfants, une communication respectueuse avec moi, un intérêt sincère pour leurs activités. Elle a accepté sans se plaindre lorsque j'ai insisté pour que ses premières interactions avec Lily et Noah soient supervisées et limitées. La transformation de Véronica a été moins spectaculaire, mais tout de même significative. Bien qu'elle ne soit jamais devenue la figure de grand-mère chaleureuse et attentionnée que les enfants auraient pu souhaiter, elle a appris à faire preuve de respect et de considération. Notre relation est restée quelque peu formelle, mais l'hostilité sous-jacente s'était dissipée. Pendant cette période de reconstruction familiale, ma vie personnelle s'est épanouie de manière inattendue. Sophie, l'infirmière pédiatrique que j'avais rencontrée à Chicago, a accepté un poste dans un hôpital de notre région, permettant à notre relation de se poursuivre et de s'approfondir. Sa patience face aux dynamiques familiales complexes et son affection sincère pour mes enfants ont fait d'elle une partenaire inestimable alors que nous naviguions les défis de la construction d'une famille recomposée sur des bases plus saines. Les enfants l'adoraient, en particulier Lily, qui a trouvé en Sophie un modèle féminin alliant force et compassion d'une manière qui a aidé à guérir certaines des blessures laissées par la perte de sa mère à un si jeune âge. Ma relation professionnelle avec Harold Richardson a évolué en une véritable amitié et finalement en un partenariat commercial. Son mentorat m'a aidé à étendre mon cabinet de conseil en sécurité sur de nouveaux marchés, créant une carrière plus stable et flexible qui m'a permis de donner la priorité au temps en famille. Quant à Bradley, nous avons maintenu une relation cordiale à distance. Il a finalement déménagé à Seattle pour un nouveau départ,
envoyant occasionnellement de brèves nouvelles ou des cartes de vœux. J'ai été sincèrement heureux lorsque, 2 ans après le fiasco du mariage, il m'a écrit pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un de nouveau, une personne gentille et authentique qui valorisait les liens familiaux. Un dimanche après-midi chaud, 3 ans après le mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai organisé un barbecue dans mon jardin. En regardant le groupe réuni, mon père riant avec Harold au sujet des techniques de grillade, Sophie organisant un jeu de ballon d'eau avec Lily, Noah et quelques enfants du quartier, Rachel et son nouveau mari en pleine conversation avec des amis de notre groupe de bénévoles, et oui, même Nathalie, qui sortait maintenant avec un vétérinaire du refuge pour animaux et aidait à servir les boissons avec une humilité qui me surprenait encore parfois, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le douloureux voyage qui avait mené à ce moment. Véronica avait choisi de ne pas assister à ce rassemblement particulier, une décision qui reflétait son travail continu pour respecter les limites plutôt que de forcer les liens. C'était l'un des nombreux petits indicateurs qu'un réel changement était possible, même dans les dynamiques familiales les plus ancrées. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et le coucher des enfants, Sophie et moi nous sommes assis sur la balançoire du porche, profitant de la fin paisible d'une agréable journée. « Tu as construit quelque chose de magnifique ici », a-t-elle observé, sa main confortablement enlacée dans la mienne. Peu de gens auraient pu transformer une telle blessure en quelque chose de guérisseur. J'ai eu de l'aide, ai-je reconnu, pensant à toutes les personnes qui nous avaient soutenus dans les moments difficiles, Marcus, Rachel, les Richardson, et finalement Sophie elle-même. N'empêche, a-t-elle insisté, il a fallu du courage pour fixer des limites au lieu de simplement maintenir la paix à tout prix. Ces mots ont capturé la leçon la plus importante que j'avais apprise au cours de ce voyage. La vraie famille ne se définit pas par l'obligation ou les liens du sang, mais par le respect, l'amour et le courage d'exiger les deux. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est d'établir des limites claires qui permettent à des relations authentiques de se développer. Le chemin vers la guérison n'avait pas été rapide ni facile. Il avait nécessité une honnêteté douloureuse, des efforts constants et la volonté de s'éloigner si nécessaire. Mais le résultat était une vie construite sur des liens authentiques plutôt que sur des façades, sur un respect mutuel plutôt que sur la manipulation. En regardant vers l'avenir, je me sentais plein d'espoir, non pas malgré nos luttes passées, mais à cause d'elles. Nous avions tous grandi en force en affrontant des vérités difficiles et en faisant le travail inconfortable du changement. Mes enfants apprenaient des leçons précieuses sur l'estime de soi et les relations saines qui leur serviraient tout au long de leur vie. La trahison du jour du mariage, qui avait semblé si dévastatrice, avait finalement été le catalyseur pour construire quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle célébration soigneusement orchestrée aurait pu l'être, une famille définie par l'authenticité plutôt que par les apparences, et des relations assez solides pour affronter à la fois la célébration et le conflit. Quels défis familiaux avez-vous rencontrés qui ont finalement conduit à un changement positif? Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des êtres chers? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous, parfois les moments les plus difficiles de nos vies mènent aux plus belles transformations. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.